Le salaire est la somme d'argent que le capitaliste paye pour un temps de travail déterminé ou pour la fourniture d'un travail déterminé. Cette définition du salaire, du point de vue juridique, renvoie immédiatement à l'invention de ce qui va devenir le contrat de travail et qui était le contrat de louage de service, c'est-à-dire ramener l'opération de travail à un échange de quantité. Quantité d'argent contre quantité de temps, c'est pour un temps de travail déterminé, ou fourniture d'un travail déterminé. Ce qui est échangé, ce n'est pas le résultat d'un travail, c'est l'activité qui va permettre à ce travail d'advenir. Dans l'imaginaire collectif, le salaire fut longtemps une somme remise en liquide, dans une enveloppe, et donnée à l'ouvrier à la fin de sa semaine de travail. Aujourd'hui, le salaire est mensualisé, la feuille de paye en explique la complexité et il se règle par virement bancaire. À mesure qu'évoluaient les règles de l'économie, l'idée même de salaire se transformait. C'est une histoire que je raconte souvent à mes étudiants. Au début du XIXe siècle, il y avait encore l'esclavage aux États-Unis. Beaucoup de canaux devaient être construits dans le sud. Alors je leur demande, à votre avis, qui a construit ces canaux? Les étudiants répondent, eh bien c'est les esclaves. Et en fait non, ce n'étaient pas des esclaves. C'étaient des immigrés irlandais. La raison est très simple quand on y pense. Construire un canal, c'est dangereux. Si un esclave meurt, vous perdez de la propriété. Perdre un esclave, c'est perdre sa possession. Si un Irlandais est tué, eh bien on en engage un autre. Et vous ne perdez rien. Je suis ironique, bien évidemment, quand je dis que ce n'est pas grave de perdre un Irlandais. Mais ça montre bien l'avantage du salariat. Le mot salaire, ça vient du sel. C'est une quantité de sel, envisagée comme unité de compte. Et ce n'est qu'une des formes possibles de la rémunération du travail. C'est celle qui est typique de l'idée de marché du travail, donc du travail marchandise. Et c'est pourquoi il faut avoir un usage, si possible, précis de cette notion pour ne pas faire disparaître d'autres expressions qui renvoient au fond à d'autres formes d'expérience du travail. Dans la langue française, nous distinguions l'honoraire, par exemple, du traitement et du salaire. L'honoraire, c'est la situation où quelqu'un vous a rendu un service qui n'est, pour reprendre la terminologie de Kant, qui dit il y a des choses qui sont appréciables à prix d'argent et ce qui n'est pas appréciable à prix d'argent, c'est ce qui a une dignité. Eh bien, le service que vous a rendu un médecin qui vous sauve la vie, l'avocat qui vient à votre secours, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, tout ce que vous pouvez faire, c'est l'honorer. Bon. Donc l'idée d'honoraire, c'est l'idée de modestement témoigner de votre reconnaissance vis-à-vis d'un service inestimable sur le marché. C'est autre chose que du salaire. Et l'idée de traitement dans la fonction publique est renvoyée au fait que vous allez servir l'État pendant une durée. Ce sont les héritiers de ce qu'étaient les esclaves impériaux, par exemple de la Sublime Porte. Ce sont des gens qui renoncent à avoir leur propre liberté, leur propre activité, mais pour se consacrer à un service de bien commun. Et en échange, on ne va pas leur donner, d'ailleurs ce n'est pas un échange, le prince pour lequel ils travaillent va bien les traiter. Il va les traiter à la hauteur de leur rang.
Et ce qui explique que dans beaucoup de conflits du travail qui impliquent des fonctionnaires, la revendication de la dignité, on l'entend toujours. Vous verrez les infirmières défiler, elles vont dire on veut être mieux payé, mais on veut reconnaître la dignité de notre travail. C'est typique d'un certain rapport au travail. Vous n'allez jamais voir ça dans le secteur marchand. On pourra dire qu'on travaille dans des conditions indignes, mais ce n'est pas de revendiquer la dignité propre du travail. Donc, si nous voulons penser un peu au-delà, le travail, au-delà simplement des catégories que lui a donné le capitalisme, il ne faut pas appliquer la notion de salaire partout. Ce qu'on a tendance à faire lorsqu'on dit, par exemple, eh bien, ça va être du salaire maternel que de s'occuper de ses enfants, ce qui vient loger un rapport marchand dans le rapport de la mère à l'enfant, ce qui est quand même un indice de ce que j'ai pu appeler le marché total. Le salariat, c'est vraiment une forme très spécifique d'organisation du travail. L'idée qu'on doive se lever le matin pour aller gagner son pain contre de l'argent, qu'on échangera ensuite contre ce qui satisfait nos besoins, c'est quelque chose qui, parce qu'on vit dedans et que c'est la forme aujourd'hui la plus répandue d'organisation du travail, nous paraît aller de soi. Mais quand justement on prend de la profondeur historique et de la perspective, on s'aperçoit que c'est une façon, comme parmi bien d'autres, d'organiser le travail. Comment Marx définit-il le rapport salarial? Il le définit comme un rapport de double séparation. Séparation des travailleurs d'avec les produits de la production et d'avec les moyens de la production. Et il ajoute, le salariat, c'est aussi la constitution d'une figure historique inédite, le salarié précisément, construit comme sujet porteur libre d'une force de travail offerte au louage. Voilà, c'est ça le salariat. C'est quand on s'active dans ce système de rapports sociaux-là. En fait, pour que le salaire se généralise, pour que l'économie se mette à reposer sur le salaire, il faut une condition préalable que Marx avait soulignée. Il faut que vous ayez des gens qui aient besoin de travailler pour d'autres pour vivre. Autrement dit, que ces gens-là aient été privés de leurs moyens de travail. Et il faut que dans la société, vous ayez une proportion importante de gens qui n'aient plus accès à la terre, qui n'aient plus accès aux moyens de production, quels qu'ils soient. Le salaire s'est imposé comme mode de régulation du travail à partir du moment où le rapport social de production a mis en évidence le fait que l'homme pouvait être dépossédé de son travail. Et donc, c'est un processus qui est un processus en même temps d'individualisation des tâches et un processus de rémunération de l'effort, mais une rémunération de l'effort qui n'est pas visible d'emblée par celui qui fournit l'effort au moment où il fournit l'effort. Et donc, on pense que c'est le processus du capitalisme lui-même qui est à la base du développement du salariat. Aujourd'hui, dans les pays développés, à peu près 90% de la population active est salariée. Ça veut dire qu'en réalité, 90% de la population active a été historiquement dépossédée de ses moyens de travail. Et d'ailleurs, ce n'est pas le moindre des paradoxes que cette société qui se présente sous le drapeau, disons, de la propriété privée, de la libre entreprise, c'est finalement la société dont les mécanismes ont exproprié le plus de gens, sans doute, au cours de l'histoire. Beaucoup de gens sont sortis de la misère grâce au salariat. Mais à l'heure actuelle, ce qu'on observe, c'est que ce schéma que nous qualifions de taylorien-fordiste, il bute contre un certain nombre de réalités. L'ouverture à des modes de production qui sont radicalement différents. Un discours néolibéral qui est un discours culpabilisateur, qui consiste à dire, vous voyez, vous gagnez très bien votre vie, vous ne devriez pas vous plaindre. Okay. Et en face de vous, on vous brandit les salaires des Chinois.
ou les salaires des Africains. Vous voyez, donc on se retrouve à l'heure actuelle dans un système qui a fait qu'on est devenu esclave du salariat. Depuis la fin du XVIIIe et pendant plus d'un siècle, le salaire a été le moyen de forcer le travailleur à revenir le lendemain. Ce salaire, qui ne représentait que le juste nécessaire pour permettre la survie du travailleur et de sa famille, Karl Marx le désignait comme salaire de subsistance. Le salaire de subsistance, ça c'est une idée très importante et qui est historiquement construite également. Historiquement construite à partir, je dirais, de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Je vous cite une petite pièce de théâtre de 1720 d'un acteur de la Comédie Française qui s'appelle Marc-Antoine Legrand. La pièce s'appelle Plutus et c'est la pauvreté qui est personnifiée et qui s'exprime de la façon suivante. La pauvreté dit d'elle-même « Je ne fais que du bien. C'est moi qui vous nourris, c'est moi qui vous habille. Je suis mère des arts, l'industrie est ma fille. Car enfin, si chacun vivait dans l'opulence, si tout le monde avait du bien en abondance, qui voudrait obéir? Qui voudrait travailler ?» Le salaire permet d'accomplir 3 choses. Il assure les besoins fondamentaux pour la vie matérielle des travailleurs. Il lui permet de revenir travailler le lendemain. En plus, il doit aussi assurer les frais de sa formation pour qu'il puisse être à la hauteur des progrès technologiques. Le plus intéressant, c'est que Marx avait génialement compris que le salaire devait aussi subvenir aux besoins de la famille du travailleur. Donc, non seulement il doit permettre aux travailleurs de revenir le lendemain, mais il doit assurer sa retraite quand il s'arrêtera de travailler et former ceux qui seront appelés à le remplacer. C'est ce qu'on appelle une nouvelle protection de la force de travail. Sans l'emploi qui donne accès à l'argent, il n'y a pas de survie matérielle possible. Alors, sauf à rentrer dans une autre forme d'existence, à essayer de survivre dans les marges de la société, etc., etc. Mais enfin, pour le gros de la population, telle est la condition qui lui est imposée par le salariat, ce qui signifie qu'en dernière analyse, le moteur de la mise au travail, c'est, comme le disait Marx, l'aiguillon de la faim. Nous avons là affaire à une prise d'otage. Je le dis parce que le mot prise d'otage est souvent employé dans le débat ordinaire, dans le commentaire médiatique, politique et éditorialiste. Et les preneurs d'otages sont soit les cheminots, soit les éboueurs, etc. À ceci près que le salariat lui-même n'est qu'une gigantesque prise d'otage. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, les salaires augmentent, les ouvriers commencent à avoir accès à la société de consommation et au crédit. Les économistes élaborent alors une nouvelle théorie fondée sur l'offre et la demande. Dans une économie de marché, le travailleur est payé à sa productivité marginale, c'est-à-dire à la valeur de ce qu'il produit. Les patrons, les employeurs veulent faire de l'argent et s'enrichir. C'est tout ce qu'ils veulent. Pour ça, ils ont besoin de travailleurs pour produire les biens qu'ils veulent vendre dans un marché concurrentiel.
Un capitaliste doit établir combien le travailleur peut produire et payer par rapport à ça. Si vous proposez trop peu, le travailleur ira ailleurs, chez votre concurrent, prêt à le payer davantage. Si vous payez un salarié plus que ce qu'il est capable de produire, vous annulez vos profits parce que le travailleur ne produit pas assez pour que vous fassiez des bénéfices. À partir du moment où, dans ce qu'on appelle le système, le factory system, okay, où vous allez avoir dans l'usine quelqu'un, comme le montraient bien les temps modernes de Charlie Chaplin, quelqu'un qui va passer sa journée à faire la même activité, il est incapable de dire au bout de la journée ou au bout du mois ce qu'il a fourni exactement comme valeur à l'entreprise, à l'usine. Et donc, on est obligé quelque part de lui donner quelque chose qui va être l'équivalent de ce que nous on appelle en économie sa productivité. Mais qui décide du salaire? D'après moi, il y a une raison. Le niveau de productivité, la vitesse d'amélioration de la productivité. Plus la productivité augmente, plus le salaire devrait augmenter à la même vitesse. De ce point de vue, on peut s'interroger pourquoi une même personne dans un pays en développement touche un salaire modeste et touche dans un pays développé un salaire très élevé. La raison fondamentale est que dans ces deux pays, le niveau de productivité n'est pas le même. Donc la théorie économique, elle nous dit que le salaire, c'est la rémunération de la productivité du travail, de l'efficacité du travail. Certes, oui, mais jusqu'à quel point, en fait? Jusqu'à quel point on va être prêt à rémunérer la personne par rapport à sa productivité et à son efficience, si tant est qu'on puisse la mesurer. Si tant est qu'on puisse la mesurer, jusqu'où? Est-ce qu'on n'a pas peur qu'ils deviennent fainéants? Est-ce qu'il n'y a pas certains travaux, certains emplois, où il est plutôt utile de ne pas trop payer les travailleurs et les maintenir dans un salaire proche du salaire de subsistance? Peut-être que d'autres, au contraire, il faut les payer plus que leur productivité. C'est le fameux salaire d'efficience. Il y en a d'autres qu'il faut peut-être payer plus que leur productivité parce qu'on va les fidéliser, parce qu'on va leur donner un salaire pour les empêcher de partir ailleurs, pour les pousser également à ne pas compter leurs heures, pour les pousser à travailler le week-end, pour les pousser à travailler, à ne pas prendre toutes leurs vacances. Aujourd'hui, les salaires stagnent alors que la productivité augmente. Même les plus libéraux doutent des concepts développés au XIXe siècle. Ils constatent que le marché du travail disparaît. Dans ce marasme, des théories anciennes, comme le salaire de subsistance ou le salaire minimum, réapparaissent. Moi, j'adore une phrase de la Banque mondiale qui dit avant de répartir, il faut produire. Sauf que les modalités de répartition des richesses sont contenues dans les modalités de production, puisque le salaire fait partie des coûts de production. Or, si vous donnez des salaires élevés aux gens, vous réglez en partie la question de la redistribution des richesses. Donc, ce discours de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international est un discours qui était jusqu'à il y a peu réservé aux pauvres Africains qui ne comprennent pas grand-chose. Mais de plus en plus, il arrive en Occident et
ce matraquage permanent qui consiste à dire il faut d'abord produire avant de répartir, c'est vraiment, de mon point de vue, une arnaque d'un point de vue intellectuel. Actuellement, le salaire, c'est ce que l'employeur consent à verser aux travailleurs. Et je pense que voilà, on est vraiment dans cette situation-là, c'est-à-dire ce qu'il accepte au sein de la rente globale qu'il obtient à fournir aux travailleurs. Et même d'une certaine manière, je dirais que les fonctionnements de marché classiques se sont évacués. C'est vraiment ce qu'il consent. Parce que lorsqu'on regarde des pays comme les États-Unis ou l'Allemagne, où on se rapproche du plein emploi, toutes les théories économiques standards, qu'elles soient marxistes ou néoclassiques, prédiraient une forte augmentation des salaires. On a quand même, au bout du bout, on aurait un marché du travail qui fait que lorsqu'il commence à y avoir pénurie, on devrait voir une dynamique salariale qui ne devrait pas uniquement se cantonner aux plus hautes rémunérations. Or, ce n'est pas ce que l'on voit. Donc on est dans une situation qui, je pense, pour le coup, assez nouvelle dans le schéma capitaliste, où c'est ce que l'on consent de donner hors tout fonctionnement de marché. Quelque chose qui a beaucoup occupé les économistes en 2018, c'est la question de la croissance reprend, donc les salaires devraient augmenter et les salaires n'augmentent pas, en particulier aux États-Unis. Pourquoi ? Et une des principales raisons qui a été donnée à l'aide de faits, c'est-à-dire qu'on a été voir comment se fixent en pratique les salaires sur le marché de l'emploi américain, et on s'est dit mais les salaires ne reprennent pas parce qu'il y a des entreprises qui sont aujourd'hui tellement puissantes qu'elles sont en mesure de fixer le salaire. Et notamment, par exemple, Amazon, qui maintenant gère une grosse partie du commerce de détail aux États-Unis. Il y a certains endroits aux États-Unis où, de fait, Amazon fixe les salaires. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, il y a une série, les juristes ont tiré la sonnette d'alarme, il y a une série d'études économiques qui l'a démontré. Et là, littéralement, cette semaine, depuis 2-3 semaines, qu'est-ce qui se passe ? 2 choses. La première chose, c'est que l'agence de réglementation de la concurrence, donc la Federal Trade Commission, est en train de convoquer plein d'économistes et de juristes pour réfléchir à faut-il changer la manière dont on envisage la concurrence et dont on mesure les effets de la concurrence sur les citoyens, c'est-à-dire qu'on les mesurait surtout sur les consommateurs. On est en train de se rendre compte que les consommateurs sont aussi des travailleurs et que si ça a des impacts sur les travailleurs, peut-être qu'il faut changer les règles du jeu. Donc on pense qu'on va pouvoir corriger ça. Et puis la deuxième chose qui s'est passée, qui a été annoncée il y a une semaine, c'est que sous cette pression-là, Amazon a décidé d'augmenter son salaire minimum à $15. Donc il y a un effet. Donc c'est pareil, on est en train de penser en termes de sparadrap, c'est-à-dire que la règle reste des personnes qui contractent librement avec un rapport de force égal. Et on est capable de penser que le rapport de force puisse devenir défavorable et qu'on va le rétablir. On n'est pas capable de penser que intrinsèquement, le rapport de force dans ce système-là, et dans ce système de salariat, et encore plus dans un système d'ubérisation et de contractualisation, justement, le système est intrinsèquement inégal et qu'il faudrait repenser de manière plus large. Aujourd'hui, justement, dans une situation telle que je décris, où il y a pratiquement plus de valeur de marché du travail, c'est même plus possible de l'avoir, et c'est uniquement ce que le capitaliste est prêt à donner, ça fait tendre les salaires vers des niveaux extrêmement faibles. Eh bien, les gouvernements conservateurs ont, dans une forme de renversement, réintroduit l'outil salaire minimum. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire, le salaire minimum, pour un conservateur ? Ça permet à minima de maintenir une cohésion du travail. Ça permet aussi de dire, on va, nous, agir comme conservateurs en vous mettant un salaire minimum. Il n'y a pas besoin que vous vous organisiez collectivement pour réclamer plus.
pas besoin de syndicats. Et donc le salaire minimum, c'est le meilleur antidote contre une organisation collective du travail. Le salaire minimum s'est aussi révélé comme un antidote pour une seconde revendication possible qui serait celle du maintien d'un État social. Comme l'avait dit Marx dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, la bourgeoisie est le plus souvent prisonnière, je cite, de ses intérêts malpropres et bornés. Oui, je veux dire, il y a une irrationalité des puissances privées du capital qui n'ont même pas la reconnaissance du ventre, d'une certaine manière. Par exemple, il y a un exemple, il y a un cas qui me semble tout à fait typique. C'est le rapport des dominants capitalistes à la sécurité sociale. La sécurité sociale, fondée par Ambroise Croizat en 1947, etc., a été historiquement le stabilisateur politique du capitalisme, qui était contesté au dernier degré à la sortie de la guerre parce que les élites libérales non seulement avaient conduit à la grande crise économique qui avait précédé, mais au surplus avaient joué le jeu de la collaboration pendant l'occupation. Donc là, ça commençait à faire beaucoup. Et on sort de la Seconde Guerre mondiale avec l'URSS, qui a été la puissance sans doute décisive dans la victoire finale. Donc avec un système communiste, entre guillemets, puissamment relégitimé, et le sort historique du capitalisme, en quelque sorte, était en balance. Il l'était tant et si bien que les dominants ont, sous la pression, évidemment, dans un rapport de force qui leur était presque entièrement défavorable, pour une fois, les dominants ont renégocié avec le salariat un compromis historique auquel on a donné le nom de Fordisme. Compromis historique qui a sauvé de justesse leur souveraineté sur la production, au prix de contreparties qui étaient quand même tout à fait importantes, en termes de progression régulière des salaires, garantie de l'emploi, passation de conventions collectives et création d'un certain nombre de formes institutionnelles inédites comme la sécurité sociale. Mais sans ça, je veux dire, que serait-il advenu du capitalisme au sortir de la Seconde Guerre mondiale? On n'en sait rien. Mais enfin, les choses auraient pu beaucoup moins bien se passer. Et la sécurité sociale, par le développement des revenus de transfert, c'est-à-dire la stabilisation du revenu disponible des ménages, etc., par-delà les instabilités du cycle économique, en quelque sorte, à fabriquer, à conférer au système dans son ensemble un socle de légitimité sociale et politique sans lequel il n'aurait pas pu fonctionner aussi bien. Bon, et c'est cela même que, les dominants néolibéraux actuels voudraient envoyer à la casse. Aujourd'hui, on fait face à une destruction des acquis sociaux, à une destruction de l'État social qui ne va pas laisser le salariat indemne. C'est un peu ma peur. C'est que le processus d'émancipation qu'on peut lire à travers la structuration du salariat, aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé au bout de ce processus. Et à la limite, celui qui a un salaire apparaît comme un privilégié, alors que nous savons très bien que dans la répartition de la valeur ajoutée, le capital prend l'essentiel de cette rémunération et absolument pas le travail. En 1992, Alan Budd, l'économiste en chef du Premier ministre anglais, explique qu'à l'époque de Margaret Thatcher, la crise économique a été provoquée pour faire baisser les salaires. Il affirme « La hausse du chômage était le moyen d'affaiblir la classe ouvrière. Pour le dire en termes marxistes, on a alors fabriqué une crise du capitalisme qui a recréé une armée de réserve de travailleurs et permis aux capitalistes de faire depuis lors des profits plus importants. » Marx explique que le capitalisme a besoin d'une armée de réserve. Il a besoin d'une armée de réserve, c'est-à-dire d'une armée dans laquelle
donc des chômeurs ou du sous-emploi, des gens qui travaillent un peu de temps en temps, dont le capitalisme a besoin parce qu'il en a besoin à la fois pour faire peur, au sens où si vous ne vous comportez pas comme un bon ouvrier, alors vous serez renvoyé dans l'armée de réserve et vous vivrez non plus dans la pauvreté mais dans l'indigence, parce que le seuil entre pauvreté et indigence, en particulier au XIXe siècle, il tient à peu de choses, il tient au salaire du chef de famille. En gros, c'est ça l'idée. Tout le monde travaille dans le foyer, mais si le chef de famille perd son travail, alors on tombe de la pauvreté à la misère, à l'indigence. Donc, soit vous serez renvoyé dans l'armée industrielle de réserve si vous n'êtes pas suffisamment coopératif, je dirais. Et puis, ça sert aussi à maintenir des salaires relativement bas, des salaires de subsistance. Das sind zum Beispiel, das ist interessant, die neuen Mitgliedsländer in Ost- und Mitteleuropa in der EU. C'est intéressant de constater que les nouveaux États membres de l'Europe de l'Est, la République tchèque en est le meilleur exemple, ont des aides familiales relativement généreuses, alors que les allocations chômage sont extrêmement faibles. Donc ce qu'on veut, c'est que les femmes constituent une armée de réserve, qu'elles sortent du marché du travail. Donc les femmes se focalisent sur leur famille, comme ça, on règle le problème du chômage, et de ce point de vue-là, on peut dire que ça a été fabriqué. Marx's concept Le concept marxiste de l'armée de réserve de travailleurs est un des aspects les plus fondamentaux du capitalisme. Marx avance que si les travailleurs ont la capacité à un moment de faire monter les salaires, qu'est-ce que font les employeurs ? Ils contrôlent l'investissement et le développement de la technologie. Donc, dès que les salaires commencent à monter, ils développent des mécanismes qui économisent le travail. Par exemple, l'introduction de nouveaux matériels, de machines ou d'une nouvelle organisation de travail, etc. Donc ils réduisent leurs besoins de nouveaux travailleurs et de main-d'œuvre, et ça recrée une armée de réserve. Cette capacité de l'employeur, ce droit à choisir la méthode de production, la technologie, recrée en permanence cette armée de réserve. Pour cela, il y avait des travailleurs bon marché disponibles dans les campagnes du temps de Marx, comme il y en a partout ailleurs aujourd'hui. Un enjeu très important aujourd'hui, et depuis des générations, c'est la mondialisation. La mondialisation est un terme un peu mystique, neutre, qui cache l'extension globale de l'armée de réserve des travailleurs. C'est quelque chose de central. Si l'on prend les ouvriers qui travaillent dans l'automobile aux États-Unis, ils veulent une augmentation de salaire. Qu'est-ce que répond leur patron ? Eh bien écoutez, je suis ravi que vous vouliez un meilleur salaire, mais maintenant je vais délocaliser au Mexique, et les Mexicains seront ravis de gagner 1/10 de ce que vous gagnez. Dans les abattoirs allemands, des Européens de l'Est travaillent en dessous des salaires minimums. Ils vivent dans des taudis, mais ces mauvaises conditions de travail leur semblent toujours préférables que celles dans leur propre pays. C'est une des raisons du Brexit des Anglais. Les Anglais ont réalisé que des gens venaient en Grande-Bretagne pour travailler à des salaires qui sont largement en dessous de ceux qui pourraient motiver les Britanniques. Ces travailleurs étrangers fournissent l'armée de réserve. Ce n'est pas les taux de chômage qui nous donnent une indication sur l'armée de réserve. Les taux de chômage, ils varient en fonction des pays. Il est plus élevé en France qu'en Allemagne ou en Grande-Bretagne, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'armées de réserve
en Grande-Bretagne ou en Allemagne qu'en France. C'est pas vrai. En Grande-Bretagne ou en Allemagne, on a également une armée de réserve qui n'est pas comptabilisée de la même façon dans les statistiques. C'est du sous-emploi. C'est les fameux contrats 0 heure en Grande-Bretagne, c'est les mini-jobs en Allemagne. C'est des gens qui sont sous-employés. C'est des gens qui sont à temps partiel en particulier. Donc cette armée de réserve, elle existe partout. Elle a partout la même utilité, bien sûr. Elle est l'endroit dans lequel on va pouvoir puiser de la main-d'œuvre si on a une croissance économique forte. Elle est l'endroit dans lequel on va pouvoir reléguer de la main-d'œuvre si on n'a pas une croissance économique forte. Et c'est un endroit où on va pouvoir également faire peur. À la fin des années 90, le directeur de la Banque fédérale américaine, Alan Greenspan, a constaté que le chômage était bas, mais les prix ne montaient pas. Ce républicain très conservateur expliquait que les travailleurs étaient traumatisés. Ce sont ses termes. Les travailleurs étaient traumatisés. Il le disait de manière positive. Pour lui, c'était positif. Les travailleurs, même s'il y avait le plein emploi ou s'il y avait peu de chômage, avaient peur de l'armée de réserve. Ils avaient peur que leur entreprise soit délocalisée. Dans ce contexte, les inégalités salariales s'accroissent considérablement. On assiste à une polarisation du marché du travail. Entre les bas et les hauts salaires, la classe moyenne est laminée. Le personnel d'entretien dans les grands hôtels offre un bon exemple de cette évolution. Dans la plupart des hôtels, vous avez désormais des clés magnétiques. Bon, et ces clés magnétiques qu'utilisent les personnels de service permettent de mesurer le temps qu'ils passent en chambre. Voilà. Et donc, une fois qu'on a cette mesure extrêmement précise, on peut optimiser leur production en disant, ben voilà, pour tel type de chambre, vous allez passer tel temps, et en plus, on peut vous contrôler et vous mesurer. Pour les chanceux qui vont dans des hôtels relativement de luxe, lorsque vous rentrez dans la chambre, il y a quelque chose qui est relativement frappant, c'est le nombre de coussins qu'il y a sur le lit. Vous n'avez pas 2 coussins, vous n'avez pas 4 coussins, vous en avez 6, certains 8, certains 10 coussins. Bon. Donc ça se voit assez facilement, et ce qu'on a vu aussi, c'est l'épaisseur des matelas qui n'a cessé d'augmenter. Donc, en fait, la concurrence s'est faite à travers la qualité de la literie offerte. Donc, les matelas sont de plus en plus épais et de plus en plus lourds. Donc, ces personnels d'entretien, lorsqu'on veut calculer leur productivité, on va dire, ils font tant de chambres par heure, mais on ne tient absolument jamais compte de la qualité, des aspects qualité supplémentaires qui leur a été exigés. Or là, manœuvrer ces matelas de très forte épaisseur, c'est un effort physique sans commune mesure avec ce qu'il pouvait être avec les précédents matelas. Donc il y a une intensification physique de leur travail. On peut considérer que la productivité de ces personnels de service a à peu près doublé dans les 20 dernières années. Leurs rémunérations ont globalement, dans l'ensemble des pays de l'OCDE, stagné. Donc on voit bien qui gagne à cela. Eh bien, celui qui gagne à cela, ce sont ceux qui sont propriétaires de cette hôtellerie, mais aussi les clients de cette hôtellerie qui ont bien souvent vu les prix ne pas augmenter au même rythme que les suppléments de qualité de service qu'on va leur offrir. C'est très difficile de quantifier la valeur du travail et son résultat. C'est toujours arbitraire. Les féministes, dans les années 70, disaient que Marx avait établi une théorie de la valeur du travail. Mais notre système nous dit ce qui est le travail et ce qui ne l'est pas. Certaines choses sont payées, d'autres ne le sont pas, même si cela représente plus ou moins d'efforts.
Il y a un problème intrinsèque à dire que cette quantité de travail vaut tant et autre chose vaut moins. Et en plus, il y a un problème très étrange. Plus votre travail aide les autres, moins on vous paye. Les personnes faisant un travail clairement utile, comme un conducteur de bus, un infirmier, un prof, sont payées beaucoup moins que des gens dont on ne comprend même pas ce qu'ils font. Souvent, ils ne font pas grand-chose. Par exemple, je suis responsable du développement de la marque ou ce genre de job. Ces gens sont payés beaucoup et ne contribuent pas vraiment à grand-chose et parfois même sont nuisibles selon beaucoup d'estimations. Mais ils sont beaucoup plus payés que des personnes dont la valeur sociale du travail est durable et essentielle. Le néolibéralisme est défini par l'écart grandissant entre le salaire des travailleurs et leur productivité. Combien un travailleur produit pendant une journée de travail? Aux États-Unis et en Europe, ça a doublé depuis les années 70. La productivité a doublé, mais les salaires n'ont pas changé ou même ont un tout petit peu diminué. Si vous regardez le salaire moyen, il est un tout petit peu plus bas aujourd'hui qu'en 72. On serait dans une polarisation du monde du travail, où les classes moyennes seraient évacuées et on aurait, alors, du fait des technologies, du fait de la mondialisation, etc., donc, toute une série de mécanismes. D'un côté, mettons, les créatifs, qui mériteraient leur haute rémunération, et puis d'un autre côté, des improductifs. On va mettre dans cette catégorie-là ce qu'on appelle les ouvriers non qualifiés, on va avoir des personnels de service, d'entretien, d'aide aux personnes, etc. Bon. Donc, il faut s'intéresser à ce bas-là, et on fait une forme d'équivalence, leur salaire stagne parce qu'ils sont improductifs, parce qu'on ne peut pas avoir, autre manière de dire, des gains de productivité, du moins pour l'instant, dans leur segment. Et si il y avait gain de productivité, en fait, ça serait remplacement. C'est-à-dire qu'on mettrait une machine à votre place. C'est d'ailleurs justement la menace on passe d'un extrême à l'autre. Ils n'ont pas été touchés par la technologie jusqu'à présent. Mais maintenant, il y a une technologie qui arrive, des robots, l'intelligence artificielle, qui va vous remplacer. Et donc, soit vous stagnez parce que vous ne produisez pas plus, soit votre rémunération, elle est appelée à disparaître d'une certaine manière, puisque vous allez être remplacé par la machine. Donc on a construit ce discours-là. Et je pense que c'est peut-être la première raison de la stagnation, c'est que ce discours a été construit, accepté même au sein du monde syndical, a été accepté par les forces que l'on social-démocrates, jusqu'à leur disparition, puisque finalement elles ont été très très largement balayées à travers le monde, et au sein même de la société. C'est-à-dire qu'il y a une forme de dévalorisation de tout un pan du monde du travail. Bon. Et donc, je crois que vraiment, on est la puissance en quelque sorte de cette idée qui a été, qui a su habilement être imposée, implique cette stagnation. If you think about it, it's even true in hospitals. Someone was pointing out that about 90%, 80 to 90%. Dans les hôpitaux, 80 à 90% des progrès sur la santé ne sont pas liés aux innovations médicales, mais plutôt à la qualité de l'hygiène et de l'alimentation.
also nutrition. So that if we're living longer, if people Si are more aujourd'hui on likely not vit to plus die of longtemps, illness, c'est it's largely largement à because cause de Well, l'hygiène. if that's true, then the people Donc who en clean the fait, on hospitals pourrait are actually prétendre more que les gens qui responsible for health nettoient outcomes ont for plus the d'effets doctors, sur la even though santé the que les doctors médecins, probably paid alors que les 3 médecins times sont as payés much. 10 fois plus. And in fact, there seems to be not only a Le system système whereby permet à certain certaines people personnes are d'être mieux payées que more highly d'autres, même rewarded, si even leur though travail est their moins work is less utile. socially beneficial and vice versa. There seems to be an idea that Et puis le fait d'avoir un effet positif sur le monde est considéré comme une partie de votre rémunération. On dit aux enseignants, votre travail est intéressant, alors pourquoi vouloir de l'argent? One can sort of wonder, well, why do we care so much about inequality? After all, On peut se demander pourquoi on s'intéresse tant aux inégalités. Nous sommes une société relativement riche au regard de l'histoire. Pourquoi des inégalités? Des économistes prétendent que ça a peu d'importance. Ce qui importe, c'est qu'il y a un niveau plus élevé de revenus qu'avant. Même les pauvres tendent à avoir un niveau matériel plus important qu'avant. Mais ces inégalités sont extrêmement destructrices. Ça brise les liens sociaux entre les gens. Pas juste les liens entre les riches et les pauvres, mais dans toute la société. Il y a une forme de destruction qui entraîne les violences que l'on peut constater. Depuis le début des années 90, des études ont été faites dont les résultats sont acceptés de façon très large, y compris par les économistes du FMI. Les grandes inégalités sont mauvaises pour la croissance économique, en particulier parce qu'elles contribuent aux facteurs négatifs que j'ai mentionnés. Elles sapent les fondations sociales de la croissance, créent des conflits et de l'instabilité. Donc ce n'est même pas bon pour la croissance économique. Depuis de nombreuses années, les salaires moyens stagnent. Deux acteurs économiques en profitent, les consommateurs et les actionnaires propriétaires des entreprises. Dans ce contexte, certains économistes envisagent à terme la disparition du salariat. Nous autres juristes, nous ne prétendons pas décrire le monde tel qu'il est, mais nous sommes à ce point d'articulation entre le monde tel qu'il est et puis un monde tel qu'il devrait être. Donc ça ouvre la voie, normalement, à réfléchir à ce que pourrait être un monde un peu moins injuste, disons. Parce que c'est quand même ça qui devrait animer la pensée juridique aussi. Alors, si on pense dans cette perspective, je dirais que l'interrogation sur le sens et le contenu du travail, qui avait été refermée au moment du taylorisme, donc la critique faite au taylorisme, de la décérébration, de la déshumanisation, ça avait été mis de côté au profit simplement des questions de sous, donc de cet échange salarial au niveau de la négociation collective. Les nouvelles techniques nous permettraient de la reposer de façon neuve. C'est-à-dire, pour le dire très brièvement, les machines étant appelées à prendre en charge tout ce qui est programmable, ça rend d'autant plus désuet le management qui pense programmer les êtres humains. C'est-à-dire que l'avenir du travail, c'est le non programmable. Et en ce sens, on peut dire que ça, c'est un dépassement du salariat. C'est un dépassement du salariat parce que c'est la perspective que chaque travailleur retrouve une certaine prise sur le sens et le contenu de son travail. La disparition du salariat, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous est annoncé à travers l'émergence de ce que serait cette gig économie, du travail freelance, de l'économie des plateformes. Bon. Alors, effectivement, ces segments-là qui sont pour l'instant marginaux dans la plupart des pays. Lorsqu'on regarde globalement, la part de l'emploi salarié n'a jamais été aussi élevée en 2018, et ça sera le cas en 2019 probablement, dans les pays de l'OCDE, qu'aujourd'hui. On voit
ces longues tendances, mais qui sont des tendances de transformation du travail, de transformation de la relation d'emploi vers un monde salarié, mais qui concourent dans les deux sens à une optimisation productive et, au bout du bout, pour le capitalisme, son développement. Si vous voulez, puisqu'on avait démarré sur Marx, on n'a pas eu de baisse tendancielle des profits parce qu'il y a eu justement cette capacité, en quelque sorte, de renouveler la relation de travail, donc l'emploi, et de renouveler la manière de produire et d'extraire des forces de travail, un maximum d'efforts et de travail. Donc moi, souvent on dit qu'il y a plusieurs vagues. Moi, je pense plutôt qu'on est dans un élément de continuité. Et personnellement, je ne crois pas à ce que l'on prétend aujourd'hui, c'est-à-dire le basculement d'un monde de relations salariées à un monde où on reviendrait à un capitalisme initial, où on serait tous entrepreneurs de soi-même. C'est une notion théologique. Il faut souffrir, il faut travailler, prouver votre valeur en tant qu'être humain, quitte à faire quelque chose qui ne vous procure aucune satisfaction. Cela vous donne le droit de consommer pendant vos loisirs. Cette notion est profondément ancrée dans les psychologies. Tant qu'elle y sera, on ne changera pas de système. Il faut se libérer de ces valeurs sur ce qui est important dans la vie et dans le travail. Et si on le fait, alors on pourra très facilement éliminer le salariat. Il n'est pas interdit de penser que le salariat est quelque chose de condamné, au sens où il correspond à une forme d'organisation sociale qui elle-même a fait son temps, ou en tous les cas aura vraisemblablement fait son temps dans un horizon que pour l'instant on ne peut pas définir, mais enfin qu'il n'est pas interdit de penser, dans le sens où une organisation sociale rationnelle, elle fonctionnera sur la base de la coopération libre de ses membres, sans avoir besoin de cet aiguillon qu'est l'argent, de cet aiguillon de la nécessité. Et encore une fois, il n'est pas interdit de penser que l'humanité, dans un stade supérieur de son organisation sociale, elle sera débarrassée, selon une formule que je trouve très belle, de son avarice quant à toute minute supplémentaire de travail et de son inquiétude humiliante quant à la taille des rations. C'est une formule de Trotsky. Et le salariat, il y a c'est pas des fortes chances de penser, il disparaîtra avec le capitalisme, ça c'est certain. La question de savoir si le travail salarié est condamné est susceptible de recevoir deux réponses. La première qui est « oui, il l'est absolument, mais trivialement, par le simple travail de l'histoire, mais on ne sait pas à quel terme ». Et deux, la réponse n'est pas de réponse. C'est-à-dire, on ne sait pas. Je veux dire, dans un horizon de moyen terme, on ne sait pas. Les économistes distinguent deux facteurs de production, le travail et le capital. L'emploi et le salaire cernent la réalité du travail. Le capital conceptualise et légitime l'action des employeurs. Le marché apparaît alors comme le lieu où, par excellence, le jeu économique se développe, prospère ou disparaît.